Salut mes petits oligarques médiacrates. La politique, le pouvoir, en France, c'est un truc de bonhomme. Combien de femmes on a eu à la tête de l'État en France? Zéro. On n'a même eu qu'une seule femme première ministre, c'était Édith Cresson en 1991 et elle a été jetée par François Mitterrand après seulement 10 mois de fonction. Mais les choses changent. On va voir les progrès accomplis et ce qu'il reste à faire après le générique. Les femmes et la politique, ça s'est pas fait tout seul. Et je ne vais même pas parler de l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution française, où là, il n'y a même pas eu une seule femme sur le trône de France. Les seuls qui ont eu du pouvoir l'ont fait grâce à des régences ou alors par leur influence. Cherchez sur Google la loi salique, vous lisez Les Rois maudits et vous verrez de quoi je parle. Commençons donc en 1789. Ce souffle de liberté, cette demande de démocratie, les fondements de la République. Enfin ouais, merde quand même. Ben ce souffle, il s'est arrêté au sujet des femmes. C'est quand même dingue de réaliser que des grands défenseurs de la liberté, des penseurs de la démocratie moderne, des fondateurs de la République française n'ont pas jugé digne la moitié de la population d'exercer des droits civiques. C'est pas que personne n'y pensait, hein. Rien que l'exemple d'Olympe de Gouges montre que des femmes, mais aussi des hommes, se rendaient compte qu'oublier les femmes et ne pas leur accorder le droit de voter, de se présenter à des élections, posait quand même problème. Comme l'a écrit Olympe de Gouges, la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle a donc le droit de monter à la tribune. Pour tout remerciement, elle a été guillotinée pendant la Terreur. Ça va trancher, chérie. Il aura tout de même fallu attendre jusqu'à 2016 pour que son buste entre à l'Assemblée nationale, où elle est aujourd'hui la seule femme politique représentée dans ce bâtiment. Passons le 19e siècle et son bordel, 3 républiques, 2 empires, 2 restaurations de la royauté. Un siècle où les femmes étaient considérées comme d'éternels mineurs. Merci Napoléon et ton code civil. Et sautons directement au 20e siècle, une époque où la République est bien installée, mais où le suffrage dit universel ne concerne hélas que les hommes. Bah oui, hein, il s'agirait pas de faire voter les bonnes femmes. Mais des Françaises s'inspirent de leurs sœurs anglaises et réclament le droit de vote, on les appelle les suffragettes. Évidemment, on se moque d'elles, elles sont moches, elles mettent la société en danger. Ah, ça vous rappelle rien? C'est contre nature. Hein. Elles avaient du mérite de se battre, hein, parce qu'elles n'obtiendront gain de cause qu'en 1945. Mais quand même, avant la guerre, en 1936, le Front populaire nommera 3 femmes ministres, les premières. Je dis ministres, mais en fait elles étaient sous-secrétaires d'État. N'empêche, bravo à ces 3 pionnières qui étaient Cécile Brunschvig, Suzanne Lacorre et Irène Joliot-Curie. Une fois que les femmes ont le droit de vote et le droit d'être élues, on pourrait se dire que c'est gagné. Eh bien non, car les progrès sont lents, très lents. La deuxième moitié du XXe siècle est une très lente progression des femmes dans les diverses assemblées. Et quand je dis progression, je devrais plutôt dire stagnation. Non mais regardez ce graphique qui montre le nombre de femmes élues à l'Assemblée nationale. Jusqu'en 1973, c'est tout plat. Même chose pour le Sénat. Parce que c'est pas tout de vrai droit, il faut aussi veiller à ce qu'il soit accessible. Il y a plusieurs mécanismes qui rendent l'accès à la politique plus difficile pour une femme. Déjà, elle a moins de temps libre que ces messieurs, puisque c'est plus souvent elle qui s'occupera des enfants et des tâches domestiques en général. Donc elle sera absente des réunions plus souvent et de toutes les instances de décision en général. Surtout si celles-ci ont lieu le soir ou le week-end. Et en politique, la présence, c'est important. Parce que bien souvent dans les partis, la compétition, ça se résume à un concours de quéquettes. Non là, vous me verrez pas mimer, hein. Et à des territoires à défendre. Et à ce jeu, bien sûr, si vous êtes absent, vous avez toujours tort. Toujours. Ensuite, il y a le machisme. Là, pas la peine que je fasse un dessin. Il y a l'habitude plus souvent répandue chez les mecs de couper la parole, surtout à des femmes. Ajoutons aussi un peu d'agression sexuelle et l'idée qu'un lieu de pouvoir n'est pas fait pour les femmes. Enfin, il y a le manque de considération. On va tolérer la femme, mais on va pas non plus lui confier des choses importantes ni des postes à responsabilité. Si. Donc dans les années 90, on se rend compte que sans incitation très forte sur les partis politiques, on risquait d'attendre encore quelques siècles avant d'atteindre la parité. D'où la loi sur la parité en 2000. C'est pour ça que sur ces graphiques, on voit l'augmentation des femmes élues à partir de 2001
et 2002. Merci Yo-Yo. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore à du 50-50, sauf dans les assemblées départementales. Pourquoi? Pour les élections départementales, on vote pour un binôme forcément paritaire, un homme, une femme, ce qui fait qu'on élit un nombre pair d'hommes et de femmes, et donc on est obligé d'avoir 50%. C'est un drôle de système, mais il a le mérite d'élire forcément une moitié de femmes. Donc on est passé de 13,8% de femmes dans les assemblées départementales à 50% à partir de 2015, avec finalement seulement 10 femmes présidentes de département. C'est que les mecs et les vieux réflexes, ça disparaît pas comme ça. Pour faire progresser le nombre de femmes élues ou au poste à responsabilité, il y a aussi les partis politiques qui peuvent faire des efforts. Il n'y a pas que la loi. Ces efforts-là ne doivent pas se faire uniquement au moment des élections. Bon, c'est bien de présenter une moitié de femmes, hein. Déjà tous les partis ne le font pas. Coucou les républicains! Mais c'est encore mieux de présenter une moitié de femmes qui peuvent gagner. Et entre les élections, il faut à tous les niveaux et à chaque moment de décision et de prise de parole, favoriser la prise de parole par des femmes. Ne pas laisser le terrain aux grandes gueules, par exemple en chronométrant les prises de parole. Pratiquer la parité interne à tous les échelons de décision et ensuite veiller à punir les discriminations. Ce qui est sûr, c'est que sans règles et sans contraintes, la parité disparaît. Il n'y a qu'à voir dès qu'il n'y a plus de parité obligatoire pour les maires ou les conseils d'administration, les hommes prennent toute la place. D'où la nécessité de lois et de règlements, car sans ça, la parité n'existe plus. Malgré toutes les imperfections et tout ce que je pourrais lui reprocher, je ne connais qu'un seul parti qui fait de réels efforts constamment pour la parité, c'est Europe Écologie Les Verts. On va voir si les deux nouveaux partis, que sont la France Insoumise et la République En Marche, qui ont fait quand même entrer beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale, seront exemplaires sur leurs pratiques internes. J'ai personnellement quelques doutes, mais je ne demande qu'à me tromper. Voilà, c'est terminé pour ce topo sur la parité et les progrès accomplis sur les femmes en politique. Si vous êtes une féminazie, laissez un commentaire. Si vous avez peur des féminazies, laissez aussi un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le partage, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!